édition de Let's Talk. Je reçois aujourd'hui M. Bertin Hevikojo-Dodji. Il est directeur de la comptabilité nationale et des études économiques à l'INSED. L'INSED, c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques du Togo. Nous allons parler du thème du recensement. Le thème de notre émission du jour est Togo, le recensement général des entreprises. Et je précise au passage, monsieur le directeur, que vous êtes aussi directeur technique sur ce second recensement général des entreprises du Togo. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci de m'avoir invité. Première question pour commencer. Comment se déroule ce recensement qui a commencé le 3 mars et qui devrait normalement être conclu le 3 mai prochain? Eh bien, merci de nous donner l'occasion de dire que ça se passe bien. Jusqu'à présent, nous remercions les différents acteurs, les responsables d'entreprise qui ont réservé un bon accueil à nos agents et aussi à nos agents qui font un travail remarquable sur le terrain. L'ensemble de ces efforts contribuent à ce que je peux dire que l'opération se passe très bien sur le terrain jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes bien parti pour vous arrêter effectivement le 3 mai ou qu'il y a une possibilité qu'il y ait prolongation? On est parti pour terminer le 3 mai comme prévu. Je pense que c'est trop tôt aujourd'hui pour dire s'il y aura prolongation ou pas. Ce qui est là, le taux d'évolution sur le terrain montre qu'on peut effectivement terminer le 3 mai. Il restera peut-être quelques points de réticence, mais je pense que jusqu'au 3 mai, on pourra quand même couvrir l'ensemble des zones prévues et peut-être qu'il y aura quelques réticences, mais ça c'est connu. Et c'est déjà anticipé. D'accord. Quels sont les objectifs poursuivis à travers un recensement des entreprises? On sait à quoi ça sert pour la population. Généralement, ça permet de gérer les infrastructures de l'État, prévoir par moment les augmentations et la viabilisation. Mais à quoi ça sert le recensement des entreprises? Le recensement des entreprises, ça sert à actualiser la base des entreprises tel que ça existe aujourd'hui. Ce que j'appelle pas la base des entreprises, c'est l'ensemble des unités économiques qu'on avait recensées à un moment donné et qu'on se doit de recenser aussi à une autre période pour voir un peu la dynamique dans la création d'entreprises et la dynamique dans la disparition des entreprises. Parce que les entreprises se créent et disparaissent, mais cette opération permet de voir depuis leur création quelles sont les entreprises qui sont encore présentes dans le tissu économique et quelles sont les entreprises qui ont disparu du tissu économique. D'accord. Et donc aujourd'hui, quelles sont les entreprises qui sont concernées par ce type de recensement? Est-ce que ce sont les grandes multinationales? Est-ce que ce sont les entreprises formelles, informelles? Qui est concerné par le recensement général des entreprises? Toutes les entreprises installées au Togo sont concernées par cette opération. Qu'ils soient des multinationales, qu'ils soient formelles ou informelles, qu'ils soient dans le secteur de production marchand ou non marchand. Non marchand, c'est les ONG et autres. Tous sont concernés par cette opération. Donc même la vendeuse qui tient sa boutique dans mon quartier peut venir se faire recenser auprès de vous? Tout le monde est concerné par cette opération. Et quel est le but, en fait, d'aller recenser autant d'entreprises? Ça sert à quoi? Juste comptabiliser? Non, ça c'est pas juste comptabiliser, c'est qu'on veut avoir aussi quel est l'apport de chaque acteur dans la création de la richesse nationale. Aujourd'hui, comme je l'avais dit, c'est une opération qui se fait périodiquement et ça permet de voir la contribution de chaque acteur. Le souci, c'est beaucoup plus voir quelle est la part de chaque acteur dans la richesse créée au niveau du pays. Est-ce que c'est les grandes entreprises? Est-ce que c'est les formels? Même si chacun a sa part de rôle à jouer, nous voulons évaluer toutes ces contributions-là pour avoir une meilleure description de l'activité économique au niveau du pays. Sauf erreur de ma part, le premier recensement a eu lieu en 2018. Quelle leçon avez-vous tiré de ce premier recensement que vous utilisez aujourd'hui lors du second? Alors, la principale leçon, c'est que il y avait beaucoup d'unités économiques qui n'étaient pas couvertes par les registres officiels. Et le recensement de 2018 a permis de révéler des unités qui n'étaient pas connues des registres officiels d'enregistrement des entreprises. Et aujourd'hui, nous avons voulu, pour pouvoir évaluer davantage, de façon plus efficace ces unités, nous avons étendu
la période de collecte et puis le nombre d'agents. De telle sorte qu'on puisse totalement couvrir Lomé, par exemple, et puis l'ensemble du territoire national dans un délai de temps plus long que ce qu'on avait fait en 2018. Vous avez moins de pression que quand il s'agit des élections, enfin du recensement des populations, parce que ce sont des données sensibles par rapport aux élections notamment. Oui, vous parlez des populations. Oui, du recensement des populations. Oui, la pression est moins forte. Pas autant que ça, c'est vrai que politiquement ce n'est pas la même chose. Ici on est dans la sphère économique, oui. Mais la pression n'est pas d'autant plus moins forte parce que aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique de renouveler l'année de base des comptes nationaux. Et le pouvoir public a une attente forte par rapport à ce recensement-là. Parce qu'ils sont convaincus qu'avec le recensement, la réussite du recensement va amener les comptables nationaux à évaluer mieux le PIB et à avoir une meilleure image du pays par rapport à son enrichissement. Mais vous savez qu'il y a une autre crainte qui se profile derrière ce genre de recensement. Les gens se disent, si je déclare tout, si je suis transparent, l'Office togolais des recettes va me tomber dessus et je ne sais pas comment je vais gérer cela. Comment vous gérez ce genre d'appréhension quand vous êtes sur le terrain face aux entreprises et aux associations? C'est une très belle question et c'est l'occasion pour moi de réitérer le message de l'Institut national de la statistique. L'opération que nous menons, c'est une opération à caractère statistique. Ce n'est pas une opération qui a visée fiscale. C'est une opération statistique et c'est une opération qui est sous le couvert de la loi statistique. Les déclarations faites par les unités sont couvertes par cette loi-là et l'Institut national de la statistique est le garant de cette loi. Donc les déclarations que les gens peuvent faire dans le cadre de ce recensement n'ont pas vocation à être divulguées individuellement à n'importe quel demandeur d'informations après. Les informations seront certes publiées, mais de façon agrégée, de telle sorte qu'aucune unité ne se retrouvera dans les données publiées. Donc l'Office togolais de recettes fait déjà son travail de terrain qui a déjà les registres des entreprises. Et nous-mêmes, dans l'opération que nous menons actuellement, nous rassurons les acteurs du fait qu'on n'a pas ce n'est pas à visée fiscale, c'est purement statistique, c'est pour avoir une base de données qui va servir à d'autres études plus tard aussi. Mais quand vous prenez les entreprises formelles, que vous y ajoutez les entreprises non formelles, on a l'impression que vous voulez ramener les entreprises informelles vers le formel pour qu'elles soient taxées. Ça aussi, vous pouvez entendre ce genre d'appréhension. Oui, on entend effectivement très bien, mais encore une fois, c'est pour les rassurer. Le fait de les amener vers le formel et de les taxer n'est pas l'objectif qui est poursuivi. L'objectif, c'est de voir un peu aussi la contribution du formel et même d'avoir une meilleure connaissance du tissu économique informel. Le fait d'avoir cette connaissance, une meilleure connaissance peut aider les décideurs à formuler de bonnes politiques mieux adaptées à leurs besoins. Donc il ne faut pas seulement voir la fiscalité qu'il peut y avoir derrière, même, comme on le dit souvent, même si on veut les amener à se formaliser, entre griffes, l'idéal c'est que là où ça se fait, c'est qu'on laisse quand même une période de temps pour que l'entreprise qui quitte la sphère informelle pour la sphère informelle se développe, ait des repères solides avant de pouvoir l'introduire dans le domaine de la fiscalité. Donc, nous, c'est de présenter quand même la situation et de permettre aux décideurs de formuler de bonnes politiques. C'est le rôle de la statistique. Et nous n'orientons pas les décisions qui vont être prises après. Sauf erreur de ma part, ce programme bénéficie d'un partenariat qui homogénéise en quelque sorte les recensements au niveau des différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Je crois que c'est dans le cadre du FASAO, qui est le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, FASAO, c'est un grand programme de la Banque mondiale qui vise à donner une nouvelle impulsion aux instituts nationaux de la statistique. Impulsion dans le domaine du développement de la statistique en termes d'amélioration de la production. Il y a certaines grandes opérations que les instituts n'arrivent pas à faire de façon périodique. Donc ce projet vise d'abord à assurer la régularité de cette production-là, de cette grande opération. Vous allez voir que ce projet a
aider les pays qui en ont bénéficié à réaliser les enquêtes qui ont permis d'actualiser le profil de la pauvreté. Il y a également les recensements nationaux de la population qui sont très coûteux et qui ne peuvent pas être facilement programmés par les gouvernements à périodicité voulue. Et donc, ce programme a offert aux pays africains, aux instituts nationaux statistiques notamment, de disposer de cette masse d'informations-là, de base, très importante pour la décision politique, et puis de renforcer les capacités des instituts nationaux en termes de matériel, en termes d'infrastructure, et à les rendre un peu plus solides par rapport à l'état initial. Donc, quand on dit, par exemple, que le PIB de tel pays s'élève à autant d'argent, c'est le fruit d'enquêtes comme celle que vous êtes en train de faire actuellement. C'est-à-dire que vous êtes allé sur le terrain, vous avez récolté les données auprès des entrepreneurs, de ceux qui produisent la richesse, et vous arrivez à établir sur le plan national ce que chacune de ces entreprises apporte, et donc les statistiques nationales. Oui. Effectivement, ça contribue beaucoup. C'est un des éléments, parce que là, ça touche la sphère production, une partie de la production, parce que le recensement général des entreprises ne va pas dans le domaine de l'agriculture, par exemple. Donc, tout ce qui est hors agriculture est couvert. Donc, vous allez voir que ça, c'est aussi à le mettre à l'actif du projet FASAO. Concomitamment à ce recensement, il y a le recensement national de l'agriculture qui est en cours, qui va permettre de couvrir la partie agriculture. Donc, la partie agriculture est couverte, la partie autre secteur que l'agriculture sera couverte par le recensement. Ensuite, il y a les opérations comme les enquêtes harmonisées des conditions de vie des ménages qui permettent de couvrir d'autres aspects de l'économie. Et tout ça, là, mélangé, effectivement, va permettre d'avoir une bonne évaluation du PIB. Et comment travaillent vos enquêteurs sur le terrain? Est-ce qu'ils doivent se déployer physiquement avec des carnets de notes, ou vous leur donnez des moyens digitaux de récupération d'informations, de centralisation également, pour vous renvoyer les données une fois qu'ils sont sur le terrain? Oui, tout à fait. Les agents sont dotés alors, toutes les opérations aujourd'hui se mènent sur tablette. Et donc, les agents sont dotés de tablettes. Et lorsqu'ils arrivent dans les unités, ils administrent le questionnaire qui est déjà digitalisé sur les tablettes. Les questionnaires collectés sont transférés sur un serveur protégé et sur lequel l'Institut national de la statistique recueille les informations centralisées pour les traitements qui vont suivre. Alors, il peut y avoir, faute de disponibilité, certaines structures qui réclament des questionnaires papier ou des questionnaires électroniques. Donc, ces moyens-là sont disponibles aussi, mais la majorité la grande partie de la collecte est digitalisée afin d'avoir dans le meilleur délai les informations à traiter pour le besoin des utilisateurs. Et comment vous identifiez les entreprises qui sont recensées? Est-ce que ce sont elles qui se déclarent auprès de vous pour que vous puissiez leur rendre visite, ou bien c'est vous qui les découvrez, ou bien vous avez un fichier tenu par exemple par la Chambre de commerce qui vous permet d'aller vers les entreprises et de les recenser? Nous avons tous ces moyens-là qu'on a réunis ensemble. Nous savons déjà nous avons une bonne base d'entreprises déjà dans notre répertoire des entreprises, mais nous ne connaissons pas forcément leur localisation. Donc l'opération telle que ça se fait, c'est que c'est un système de balayage. Les agents sont déployés dans une zone et sillonnent les rues. Donc avec l'identification comment on appelle ça, des enseignes, ils arrivent à identifier les unités, et de porte en porte, ils peuvent identifier toutes les unités, y compris celles qui n'ont même pas d'enseigne, pour les recenser. Bon, les unités plus ou moins formelles, ça c'est facile à identifier. Donc, lorsqu'ils prennent rue par rue les artères de Lomé, ils arrivent quand même à identifier une bonne partie des entreprises, surtout ceux qui sont vraiment comment on appelle ça, identifiés par une affiche, un panneau ou bien une enseigne lumineuse.
Maintenant, vous savez que même si pendant longtemps on a eu l'impression que le commerce électronique ne se développait pas beaucoup en Afrique, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont pour bureau et pour magasin les réseaux sociaux. Est-ce que vous arrivez également à traiter cet aspect-là du commerce et de l'activité économique? Ça, c'est une très belle question. J'avoue que tel que nous connaissons la façon dont l'activité là est menée, ces activités risquent d'échapper un peu à ce répertoire et il faut une opération spéciale pour ces unités-là. Mais dans le cas de ce recensement, nous avons des questions qui sont dédiées à évaluer la partie de la production des unités, en tout cas qui s'adonne à ces activités en ligne, la partie donc de l'activité en ligne, la part de l'activité en ligne dans le total de ce qu'ils arrivent à faire. On essaie d'abord d'évaluer ça. Et maintenant, après, lorsqu'on aura identifié les unités qui s'adonnent à cette activité en ligne, on aura une opération spéciale pour elles, où on va voir avec qui elles ont des relations, des associés dans la distribution de leurs produits, pour en faire aussi une comment on appelle ça, une opération spéciale. Et je voudrais aussi profiter parce que lorsque vous abordez cette question, c'est une des nouvelles thématiques dans la sphère, enfin, c'est des nouveaux défis pour l'évaluation de l'activité économique dans tous les pays actuellement. C'est pour ça qu'au niveau des Nations Unies, il est mis en place un nouveau système d'élaboration des comptes nationaux qui est le système de comptabilité nationale de 2025. Si c'est adopté cette année, les pays les plus avancés vont essayer de l'implémenter dans leur niveau et après, à l'horizon 2030, nous aussi on va emboîter le pas. Dans ce système, il est décrit clairement comment évaluer ces genres d'activités de façon que on soit sur la même longueur d'onde en termes d'évaluation, qu'on n'ait pas en rangs dispersés et que les gens, entre griffes, adoptent des méthodes qui ne sont pas appropriées. Donc dans le SN 2025, c'est clairement identifié, mais ça n'empêche pas, nous on a anticipé dans le RGE actuellement pour avoir au moins une idée de ce que ça peut représenter en termes de part de la production actuellement en cours. Quand on prend également le travail sur le terrain, au-delà des difficultés géographiques qui peuvent être liées aux problèmes d'accès, soit par les transports, soit en raison du relief, il y a également la situation sécuritaire qui peut compliquer le travail des enquêteurs sur le terrain. Comment est-ce que vous surmontez ces difficultés quand elles se présentent à vous? Alors, il faut dire que dès le départ, comme c'est une opération nationale et officielle, les plus hautes autorités sont mis au parfum et le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation est fortement impliqué dans l'opération. Donc si le besoin se fait ressentir, les autorités mettront tout en œuvre pour accompagner les agents dans les localités qu'il faut pour qu'ils fassent le recensement. Parce qu'encore une fois, c'est un recensement national. Donc, en tout cas, dans la mesure du possible, les autorités sont avec nous et sont prêts à accompagner les agents de manière que l'opération soit déroulée de façon optimale sur l'ensemble du territoire national. Prenons le cas des entreprises dont les dirigeants sont très mobiles et ne peuvent pas toujours être là quand vos enquêteurs arrivent. Est-ce qu'ils ont la possibilité de faire leur enquête, de répondre à l'enquête à partir d'un site internet ou d'un questionnaire digital qui leur permettrait de vous répondre même s'ils sont en mobilité? Tout à fait. Comme je l'avais dit aussi tantôt, pour les dirigeants qui sont à forte mobilité, ils peuvent solliciter le questionnaire, et ils le font déjà d'ailleurs. Il faut solliciter le questionnaire en version électronique, où ils auront le temps de remplir ça à leur temps de liberté, et nous renvoyer le questionnaire déjà rempli. Certaines sociétés l'ont déjà fait, et nous ont renvoyé à une adresse qu'on leur a indiquée. Et ces derniers jours, c'est des demandes récurrentes qui arrivent et nous avons des mails dédiés pour ces gens de retour
que nous allons intégrer aussi à la base de données finale qui va être disponible. Qu'est-ce qui se passe si une entreprise ne veut pas participer au recensement? Nous essayons par tous les moyens de la sensibiliser et de lui faire comprendre que l'opération, c'est une opération nécessaire pour le pays. Il n'est pas bien pour nous qu'une unité ne s'enregistre pas. D'autant plus que si on regarde bien, les questions qui sont posées ne sont pas des questions qui peuvent susciter des refus ou bien qui peuvent prêter à interprétation autre que le but que nous visons. Donc, en réalité, les opérateurs n'ont pas de crainte à se faire à ce niveau. Comme je l'ai dit, il y a une garantie, qui est la loi statistique qui protège les données, les données individuelles de ces unités-là, et il n'y a pas de crainte. Mais j'avoue, malgré tout, on sait qu'il peut y en avoir qui refusent malgré tout de participer. C'est pour moi l'occasion de leur assurer encore une fois que les informations demandées ne servent pas à les imposer. On demande plutôt à avoir une meilleure information. Une meilleure information, c'est-à-dire que lorsqu'on veut mettre en œuvre des politiques qui visent ou bien veut entreprendre des réformes, il vaut mieux partir sur des informations correctes. Et c'est dans ce souci-là qu'il est important que les gens contribuent au lieu et puis contribuer à donner les bonnes informations. Oui, c'était ma prochaine question. Qu'est-ce qui se passe quand ils font de fausses déclarations? Voilà. Et la dernière fois, on était avec certains cibles de notre RGE et je leur disais, je leur faisais cette comparaison. J'ai dit, on veut aider les dirigeants à prendre des bonnes décisions. Alors pour les aider, il faut leur présenter la bonne situation. L'occasion de leur porter la bonne situation, c'est de dire exactement ce que vous vivez. Et vous arrivez par moment à recouper les informations pour vérifier jusqu'où? Oui, heureusement pour les entreprises, on a cette possibilité de recouper cette information. Et donc, pour la plupart, les gens qui ont compris déclarent correctement comment on appelle ça, leurs informations. Pas de souci à se faire. Mais pour ceux qui hésitent encore, je leur lance un appel à vraiment participer et à aider l'Institut à avoir ce registre-là correct, qu'ils peuvent eux-mêmes utiliser. Parce que souvent, je l'ai dit, tel qu'on l'a présenté, on a l'impression que ça profite qu'au gouvernement. Mais en réalité, ça profite aussi aux acteurs. Que sont les entreprises? Les données sont en accès libre? Oui, les données sont... Non, mais je veux dire, si on a besoin de se servir des données... Oui, c'est parce que c'est une base de sondage qui va être disponible. Oui. Et une entreprise qui veut mener des politiques pour pouvoir vivre dans un environnement concurrentiel a besoin d'avoir une bonne information sur ses concurrents. Donc, c'est une base de données qui est disponible, qu'ils peuvent utiliser parce qu'ils n'auront pas totalement l'accès de la base de données, mais on peut faire des échantillonnages pour eux, de telle manière qu'ils fassent des études de marché et voir quelle est la dynamique de leur secteur, à quel niveau ils se situent, quelle politique ils peuvent mettre pour eux-mêmes développer davantage, se positionner davantage dans leur secteur. Donc ça sert aussi aux entreprises qui veulent vraiment se développer. À qui profite le recensement des entreprises et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que parmi les bénéficiaires, les entreprises elles-mêmes sont des parties prenantes? Bien sûr, les entreprises sont des parties prenantes parce que les questions qui sont posées visent vraiment à voir les difficultés aussi que les entreprises rencontrent. Au-delà des questions qui peuvent prêter à interprétation, il y a aussi des questions qui sont posées pour voir dans comment elles-mêmes apprécient l'environnement dans lequel elles évoluent. Est-ce que c'est un environnement qui est favorable à leur activité? C'est l'occasion de le dire. Encore une fois, ça permet à ceux qui mettent en place des politiques, les visant, d'avoir une meilleure information et pouvoir aussi les aider. Que ce soit formel ou informel, ou que ce soit les associations, c'est des questions qui servent, qui leur permettent à elles-mêmes
de connaître l'environnement et de se positionner. Et donc aujourd'hui, quand on a terminé ce travail-là et qu'on l'en rend compte auprès des autorités, comment est-ce que cela contribue à améliorer le climat des affaires? Parce que, en fin de compte, c'est aussi ça, améliorer le climat des affaires au Togo. Oui, tout à fait. Alors, il y a les entreprises expriment, dans le cadre de ce recensement, leur appréciation de ce qui est fait par les autorités. Parce que nous savons que depuis un certain temps, les services qui leur sont rendus, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, les facilités mises en place pour leur permettre de se développer, de se positionner, non seulement sur le plan national, mais sur le plan sous-régional et international. C'est des portes ouvertes à elles, à ces entreprises-là, qui doivent leur permettre aussi d'avoir une meilleure vue d'ensemble du contexte dans lequel nous évoluons. Qui sont vos interlocuteurs dans les entreprises? Est-ce que ce sont les dirigeants eux-mêmes? Est-ce que ce sont les comptables? Est-ce que ce sont les secrétaires? Puisque souvent ce sont elles qui sont assises à l'entrée et qui peuvent vous fournir certaines informations. Mais vers qui vous allez en priorité? Alors, nous avons un questionnaire qui a plusieurs modules. Et certains modules vont toucher davantage les personnes, les responsables des ressources humaines. Nous avons un module sur l'emploi qui est assez détaillé. Et à ce module-là, si vous n'êtes pas des ressources humaines, vous ne pouvez pas répondre correctement. Même le dirigeant va vous renvoyer aux ressources humaines. Mais dans tous les cas, ce qui est conseillé, ce que nous conseillons aux agents, c'est de rechercher une personne, de rechercher la personne la mieux indiquée. Même si elle ne sera pas disponible ou bien ne sera pas à même de répondre à toutes les questions, elle répondra à la majorité des questions et la personne responsable des ressources humaines apportera son complément. Le dirigeant lui-même, s'il le veut, s'il a le temps, peut répondre à toutes les questions. Et est-ce que le recensement tel qu'il est pratiqué au Togo actuellement se pratique à la fois dans les autres pays et dans la même période également? Oui, actuellement, il y a le même recensement qui se déroule en Côte d'Ivoire. Ils ont même commencé avant nous. Seulement, je ne sais pas s'ils ont fini ou pas, mais je ne crois pas. Ils ont évolué pour attaquer Abidjan en dernière position. Nous, on a évolué avec Lomé. Et Lomé, on a donné plus de temps à Lomé parce que les unités sont beaucoup plus concentrées à Lomé et dans sa région périphérique. Et donc, oui, comme c'est un projet FASAO qui a pour objectif d'harmoniser, il était souhaitable que ces grandes opérations se déroulent concomitamment dans les pays. En tout cas, même si ce n'est pas la même année, dans la même période, dans tous les pays, de telle sorte qu'on profite, les uns puissent profiter de l'expérience des autres et avoir à la fin une méthode d'évaluation qui soit harmonisée pour l'ensemble des pays. Si on devait présenter l'INSED aux populations, parce que finalement c'est un institut plutôt discret, on n'en entend pas beaucoup parler, c'est quand il y a souvent des élections, des phases électorales qu'on entend par moments parler de recensement des populations, mais qu'est-ce que c'est que l'INSED et quel est son travail au quotidien? Ok, alors je voudrais peut-être faire une petite clarification aussi. L'INSED fait beaucoup de choses. L'INSED a pour mandat de faire tous les recensements, que ce soit le recensement de la population ou recensement des entreprises. Et c'est à l'Institut national de la statistique que se font les grandes opérations statistiques comme les enquêtes de santé, les enquêtes sur la nutrition des enfants, les enquêtes qui permettent en tout cas de renseigner les indicateurs de développement, les ODD, et puis tous les indicateurs qui sont dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Oui. Tous ces cadres internationaux-là qui ont besoin d'indicateurs, c'est à l'Institut national que les opérations pour les renseigner se font. Au-delà de ça, l'Institut fait aussi ce qu'on appelle l'évaluation de la richesse nationale, que nous appelons le PIB. Et puis produit intérieur brut. Produit intérieur brut. Et l'Institut mesure le coût de la vie, ce que nous appelons
l'indice harmonisé de prix à la consommation. Souvent, quand on dit le panier de la ménagère se rétrécit à cause de la cherté de la vie, c'est l'INSEED qui mesure cet indicateur-là. Et c'est un des indicateurs phares de l'Institut. C'est un indicateur mensuel qui est produit. Et donc, ça permet pour certaines institutions d'indexer même les salaires des agents, compte tenu de la baisse du pouvoir d'achat qu'induira peut-être la hausse des prix à la consommation. Donc il y a beaucoup de choses que l'Institut fait. Effectivement, je suis d'accord avec vous que beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Peut-être qu'on reste un peu trop scientifique et on n'a pas peut-être un langage accessible à la grande partie de la population. J'en suis conscient, mais pour les chercheurs et autres qui visitent souvent notre site, je pense qu'ils trouvent quand même des ressources nécessaires pour faire des études beaucoup plus approfondies que ce que nous faisons, et ça sert aussi à la population. Par contre, dans les élections, ce qui est des élections, l'INSEED n'a pas un mandat spécial pour le recensement électoral, mais il peut aider dans la CENI, appui technique à la CENI, mais n'a pas le mandat, n'est pas porteur de ce dossier phare qui est aussi important. Très bien. Si je ne me trompe pas, le site de l'INSEED, c'est inseed.tg. .tg, exactement. D'accord. Donc j'espère que les Togolais et les personnes qui s'intéressent au Togo pourront visiter le site pour avoir une cartographie du pays par rapport aux différentes données que vous récoltez et qui peuvent être utiles, notamment pour les entreprises qui aimeraient venir s'installer au Togo ou pour les entreprises togolaises qui voulaient se projeter grâce à l'ASLECA vers d'autres pays africains. Tout à fait. Ce fut un plaisir de vous accueillir, Monsieur Bertin Evie Kodjo Dodji. Je vous remercie de votre contribution et j'espère que vous reviendrez une prochaine fois. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission. On reste en contact, on reste en compagnie des programmes de New World Economy. À la semaine prochaine.